Ah, c'est bizarre, c'est pas le sujet qu'on avait prévu de faire. Je t'ai pas dit? Ah, non, tu m'as pas dit. Non, on va en parler, tu vas voir. Il n'y a pas d'entourloupe, rassure-toi. Oh, ok. Tout va bien. Ok, je te fais confiance, encore une fois. Il faut. Salut tout le monde, bienvenue dans Y'a plus de papy, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et la créativité. Salut Adrien. Salut Mathieu, c'est quoi cette histoire de sujet alors? Dis-moi tout. Ce mois-ci, on va discuter de comment gérer l'échec et surtout comment rester motivé. Ah oui, c'est vraiment pas ce qu'on avait prévu. Parce qu'on a échoué en fait. Oula. Ça tombe bien. On a échoué à préparer le podcast qu'on avait prévu, qu'on a annoncé le mois dernier sur le cinéma de genre. Mais on l'abandonne pas, on le reporte seulement. On n'a pas pu le faire comme on aurait souhaité, donc on a préféré ne pas le faire plutôt que de le faire mal. Et on n'annoncera plus de sujet à l'avance, ça nous apprendra. Bah voilà, exactement. Et tous les mois, ce sera la surprise. Le premier du mois, si on a bien travaillé, vous aurez un podcast tout propre, tout neuf sur un sujet surprise. Alors si notre podcast vous plaît, comme d'habitude, vous pouvez nous laisser un commentaire et surtout une note sur iTunes, ça nous aide vraiment beaucoup, ça donne de la visibilité au podcast et en plus ça prend quelques secondes à peine, si c'est pas génial. 4, 5, 6. Allez, on est gentil. Et on en profite pour remercier notre tipeur du mois. Merci Guillaume qui nous dit « Continuez les gars, c'est vrai, c'est super, instructif, vivant et exhaustif ». Merci à Dominique qui nous souhaite bon vent. Merci Sauvan qui trouve ça chouette ce qu'on fait. Merci Arié et François. Merci Benjamin qui nous dit « Keep going les gars ». Merci Daniel qui nous dit « Bonne chance ». Merci Pascal qui nous dit « Bravo à vous deux ». Et merci Marianne qui nous dit « C'est une excellente idée, bon courage pour la préparation de vos podcasts ». Et un merci à Hussein. Merci à tous, c'est super, ça nous fait super plaisir. Alors c'est simple, si comme eux, vous voulez nous soutenir financièrement pour le prix d'un café, bien sûr c'est pas énorme, le lien vers notre page Tipeee, qui est un site qui permet de soutenir les créateurs de contenu comme nous, est dans la description de ce super podcast. Et si vous avez plus d'argent que le prix d'un café, le prix d'un pastis? Le prix d'un pastis. Voilà, au choix, selon le type d'auditeur qu'on a. Alors pour ce podcast du mois, Mathieu, nous recevons 3 invités, dont 2 sont des habitués de ce podcast. On ne présente plus Pierre-François Bertrand, script docteur, qui officie notamment sur www.lescript-jardinier.com. Salut PF, ça va? Bonjour, Pas trop très froid, bien. ça va? Parfait. Tu me disais qu'il neigeait pas et que c'était... Il se réchauffe quand il vient à notre podcast, tu le sais bien, les gens se réchauffent. C'est vrai. En notre présence. Non, je pas du tout. À droite, Isabelle Jacquet, qui est scénariste. Salut Isabelle. Salut. Bienvenue dans ce podcast, ça va? Merci, ouais, ça va. Pas trop froid, toi aussi, ça va? Non. Tu sais que la gauche, la droite, finalement, que les gens, ils sont en mono dans leurs oreilles. Et je te laisse présenter... Et enfin, notre ami Liam Engel, scénariste et réalisateur, et membre des Lecteurs Anonymes. Salut Liam. Salut. Tu es de retour. Je suis de retour, ouais. C'est cool. Alors comme d'habitude dans notre podcast, un petit tour de table pour savoir un petit peu ce que nos invités font en ce moment et sur quoi ils bossent. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Voilà, c'est ce que je me demande tous les mois pendant un mois jusqu'à ce qu'on enregistre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils vont nous le dire. Pierre-François, quoi de beau? Écoute, en ce moment je fais ce que j'adore faire, c'est-à-dire une fiche verte, qui est une sorte de fiche de lecture. Donc je suis en train d'en terminer une. Et autrement, je m'apprête à travailler avec quelqu'un qui vous est cher, qui s'appelle Dominique. Ah, qu'on a cité tout à l'heure. Nous travaillons sur une très belle série, parce qu'elle a écrit un très beau projet. Et voilà, nous sommes en train de la peaufiner. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu viens, tu nous dis que tu fais une fiche verte en ce moment, donc ça veut dire qu'il y a souvent des choses à faire. Ouais, c'est vrai que j'en fais assez souvent, et surtout j'adore ça. Ah c'est super, oui, super. Toi Isabelle? Alors moi, en ce moment, je travaille sur un projet de scénario de cinéma, donc un long métrage, une comédie, et également sur une pièce de théâtre. Donc un projet de... Voilà. Et ce sont des projets en coécriture. Je ne suis pas la seule... Te voici dramaturge alors. Voilà, dramaturge. Ah oui, ça monte d'un niveau là. Attention, c'est l'écriture et la créativité, donc voilà. Ah la théâtre, nous on fait plus le poids là. On ne joue plus dans le même cours. C'est juste différent, c'est toujours de l'écriture. Hein. C'est ça. C'est dans un genre particulier ou... C'est de la comédie. Ah, c'est de la comédie, d'accord. Liam, quoi de beau? Pour ma part, là, je développe un scénario de long métrage avec mon pote co-scénariste, une comédie. Et à côté de ça, je suis aussi en train de pitcher de manière un peu mercenaire auprès de boîtes avec des pitchs de comédie pour partir sur des projets un peu en écriture pure, pas pour des projets perso, mais pour de la comédie qui puisse se vendre. De la commande? De la commande, ouais. Voilà, d'accord. En mode mercenaire, c'est-à-dire t'es armé? Ouais, voilà, c'est ça. J'essaie de m'armer de pitch avec des concepts sociétaux comme tous les producteurs en cherchent en ce moment. Comment on dit générationnel? Comédie générationnelle. Générationnelle, sociale, tout intergénérationnel. C'est ça. Et à côté de ça, j'arrondis les fins de mois en faisant des fiches de lecture.
En tant que membre des lecteurs anonymes, Voilà. vu que je suis lecteur. Peut-être pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, ce collectif. Le collectif des lecteurs anonymes, bah voilà, c'est un collectif, c'est comme son nom l'indique, ça réunit des lecteurs de scénarios qui travaillent pour différentes boîtes ou différentes commissions. Et puis, en fait, c'est surtout plus un lieu d'échange pour des gens qui ne seraient jamais amenés à se rencontrer autrement. D'accord. Ça fait, c'est comme les alcooliques anonymes, mais le problème en moins. C'est exactement, c'est ça. Le problème, c'est qu'on lit des trucs pourris et on est mal payé. Et ça vous déprime et il faut en parler en groupe. Exactement. Le c'est risque, ça. c'est sortir d'être les alcoolique, choses. visiblement. Voilà, et tu deviens alcoolique, et Voilà. ensuite tu passes aux alcooliques anonymes. C'est un Exactement. premier pas en fait. C'est ça, c'est la porte d'entrée. Très bien. Je pense que tu as fait une bonne promo de ton truc. Merci. Eh ben super, merci à tous. Je vous propose du coup d'enchaîner sur le sujet. Ça fait longtemps qu'on avait envie de parler de ce sujet qu'est l'échec. Alors, on échoue tous. Sauf certains de nos invités. Hein. On salue Martin, Théo, Yacine, Voilà. c'est des gens, ils échouent pas, on dirait. Ils échouent jamais, ouais. C'est pour ça qu'ils sont pas venus. C'est ça qu'ils Ils ont dit bah non, mais Ça attends, fait ça moi pas j'échoue pas, et j'ai rien à dire, excuse-moi. Non, c'est pas vrai. Oui, donc pourquoi est-ce que vous nous avez choisi en fait pour parler de l'échec? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Enfin, ouais, je Les yeux dans les yeux. t'avais dit, ils se douteraient d'un truc, Adrien. Oui, c'est vrai. Désolé. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que récemment, on a un ami réalisateur qui s'est vu lâcher son court-métrage par une prod. Pour lui, c'était un échec, alors que de notre point de vue, c'était pas plus mal, parce que la prod ne voulait pas vraiment payer l'écriture. Bref, un mal pour un bien. Oui, voilà. C'était pas si dramatique que ça, et pour nous, c'était même plutôt bien. Voilà, t'élimines un peu peut-être les parasites, entre guillemets, et tu peux avancer avec ton projet. Mais de son point de vue, c'était... il avait échoué, c'était vraiment quelque chose de très négatif, et il avait du mal à repartir. Du coup, on s'est dit que dans nos métiers, l'échec est monnaie courante. Et finalement, vous comme nous, bah voilà, on y vient à un moment donné. Et on a tous entendu au moins une fois ce genre de phrase. 90% de ce qu'on écrit ne verra jamais le jour, ou 9 projets sur 10 ne voient pas non plus le jour. Vrai ou faux? De votre point de vue. 100% vrai. Toi qui aimes bien les chiffres et les statistiques. pourcentages. Voilà, et du coup, on s'est dit, et si on commençait ce podcast par raconter chacun une plantade, un échec qu'on a vécu? Un fail, Un fail, voilà. comme disent les jeunes. Et on va commencer. Comme ça, on se lance dans le bain. Oui, bah voilà. Mais en fait, moi j'ai bien réfléchi. Et Pensez à un autre échec. Pour moi, l'échec est quotidien, Adrien. C'est vrai. Non, mais alors sans en expliquer un seul, parce qu'en fait, on a eu une période où le schéma qui se reproduisait était un peu le même. On s'engageait, on travaillait avec quelqu'un, c'est-à-dire tous les deux avec quelqu'un d'autre, et on se lançait sur un projet et on travaillait, on était à fond, on produisait plein de choses, on écrivait beaucoup. Mais en face, il n'y avait pas grand-chose. On était beaucoup plus motivés que la personne qui nous demandait de faire le truc. Ou alors, on avait des rendez-vous catastrophes où tu te rends compte que le producteur en face, il comprenait rien à ce que tu lui racontais parce qu'il avait même pas pris la peine de lire les 5 pages que tu lui avais envoyées, qu'il t'avait demandé le mois d'avant. Alors tu vois, c'était les rendez-vous de la gêne. Tu vois, tu parlais d'un truc avec plein d'enthousiasme et lui, il était là. Ouais, d'accord. Ouais, attends. T'as pas dit un truc là, page Il machin. faisait semblant qu'il avait lu, c'était ouais, plus il drôle. Et puis feuilletait le truc, genre attends, je vais vite relire en live le truc, voir de quoi il me parle. Et enfin voilà, c'était assez humiliant. Et au moment au moment de signer un contrat, parce que c'est enfin venu, la grosse explosion, gros pataquès, on n'a plus jamais entendu parler de ce réalisateur ou de ce producteur et de la personne qui devait réaliser cette série. C'était une série, ouais. Voilà. Une série courte. Et au moment où ça devenait concret, pour nous, c'est voilà, bah maintenant on est tous à peu près d'accord, ça prend une forme qu'on a définie tous ensemble, on est chaud, on est prêt pour travailler, bah signons, évidemment, c'est la base d'un travail, c'est la signature. Et là, Voilà. Et du coup, on l'a vécu comme un échec. t'as vu ce sound design en Super, live? impeccable. J'ai essayé de faire un truc. On l'a vraiment vécu comme un échec parce qu'on s'était donné et qu'en face, voilà, il n'y avait pas eu de répondant. Alors, avec le recul, Mathieu, quelles seraient les causes de cet échec? Notre optimisme? Notre naïveté. Ouais, sûrement. Et du coup, maintenant, on fait attention. Voilà, si on a pris une leçon de cet échec, on fait un peu gaffe avec. Je pense que depuis, on prend beaucoup plus de temps pour évaluer les personnes qu'on a en face de nous. Je parle pas de vous trois, hein, rassurez-vous. Les personnes avec qui potentiellement on peut travailler, que ce soit des producteurs, des réalisateurs, d'autres scénaristes. Quand on a des opportunités, des boulots qui arrivent, on prend un peu plus de temps à se dire attends, on va pas s'emballer, on va pas y aller à fond. Vers où ça peut aller tout ça? On prend peut-être plus le temps de s'engager. Voilà, je sais pas si j'analyse le. Très bien, si. Ouais, t'es d'accord? Ouais, ça va. Je dis pas que des conneries là. Non, ça me rassure. Ça, je te rassure alors. On dit la même chose, c'est bien. Ouais. Parce que oui, l'échec concernant l'écriture, il y a quand même, on est d'accord, quand même deux grosses branches, deux gros styles d'échec. Il y a celui que vous évoquez, c'est-à-dire l'échec de prod. En fait, on écrit un truc, soit une commande, soit un projet perso, il ne se fait pas, il ne se produira jamais. Donc ça,
c'est vraiment une lapalissade de dire que c'est le quotidien. Donc ça, c'est quasi tout le temps. Et puis, tu as quand même... Bon, moi, la forme d'échec qui m'intéresse plus, c'est l'échec face à l'écriture. C'est-à-dire, on n'arrive pas à écrire, ou alors on se décourage, ou alors on n'y croit plus, ou alors on a l'impression que ce qu'on a écrit, c'est complètement nul, ou alors on a l'impression d'avoir gâché 2 ans de sa vie. En fait, c'est l'échec tout seul face à l'échec avec d'autres. C'est un peu les deux choses que tu fais la distinction. À mon avis, c'est très différent. Il n'y a pas du tout les mêmes choses à dire selon l'échec dont on parle. Donc là, vous avez attaqué plutôt le côté prod, si j'ai bien compris. Et du coup, tu peux, à toi, PF. Ah ouais, non, mais là, le problème, c'est qu'il me faudrait une semaine. non, mais j'exagère pas. Je veux dire, j'ai eu, moi, je les ai vraiment enchaînés. Je me rappelle qu'une fois, je les avais comptés, je m'étais fait virer 19 fois. J'avais travaillé sur 19 commandes et je m'étais fait virer 19 fois. Différentes? Ouais, différentes. Ah oui. Mais de suite. D'accord. Donc si tu veux, parce qu'il y en a qui se découragent au bout d'1 ou 2 fois. Non, toi, moi, je me suis jamais. T'étais toujours là. Quoi. Non, et moi je me suis jamais découragé. Ah ouais, et je c'est me super. En fait, je ne me décourage jamais. C'est-à-dire, si tu veux, j'aime tellement ça. En fait, j'aime tellement ça que pour moi, la vie ou l'échec de prod ne compte pas. C'est-à-dire, bien sûr, c'est super emmerdant. Bien sûr, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Bien sûr, ça me désespère et ça me désespère. C'est affreux si tu passes pas. Mais finalement, c'est pas ça qui est important. Ça fait tellement partie du boulot que ça compte même pas. Au début, évidemment, les premiers échecs. C'est très violent, surtout que j'ai remarqué que la plupart des scénaristes, en fait, on devient scénariste parce qu'au début, on n'a pas d'échec. C'est-à-dire que généralement, tu démarres et il y a 1 ou 2 coups qui se passent super bien. Comme c'est le kiff total, du coup, tu continues, tu dis « Ah ouais, ça doit être ça, la vie de scénariste ». Donc du coup, tu t'emballes, mais en fait, la vie de scénariste, c'est absolument pas ça. En fait, t'es scénariste parce qu'au début, t'as eu un coup de bol. Ouais, exactement. Ah non, mais moi, j'en ai souvent discuté avec d'autres scénaristes et on a un peu tous la même histoire. Alors, si c'est pas le premier, c'est le 3e coup. Mais enfin, assez rapidement, voilà, t'as justement pas un échec, mais un succès. Tu crois que c'est ça, la vie de scénariste. Or non, c'est pas ça, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est effectivement, tu vas enchaîner les galères, les coups pourris dont vous venez de parler. Et c'est vraiment ça notre quotidien. Mais c'est pas grave. Eh bien, merci PF pour ce témoignage, ce retour d'expérience. Oui, alors tu voulais peut-être développer du coup sur quelque chose de précis. Oui, je peux raconter un petit peu. Par exemple, mais vraiment brièvement parce que c'est tellement affreux que c'était tellement violent que c'était juste sur Nos chiens voisins, quoi. Nos chiens voisins, j'ai bossé sur Nos chiens voisins. J'avais très très envie de travailler sur cette série. Donc j'étais spécialisé. Donc à l'époque, je n'étais pas script doctor, mais scénariste. J'étais spécialisé dans l'humour. Travailler sur une short com quand t'es spécialisé dans l'humour, c'est trop chouette, quoi. Je veux dire, c'est vraiment tu t'éclates complètement. Donc j'étais super motivé. J'ai passé un test, je l'ai réussi. Enfin, moi, en fait, sur les 5 textes que j'avais écrits, il y en avait qu'un qui trouvait bien, mais ils m'ont quand même dit que j'avais réussi le test. Donc j'ai été intégré à l'équipe d'auteurs, donc c'était le plus beau jour de ma vie. Et puis après, l'enfer a commencé. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas exactement, je savais à peu près comment ça se passait, mais je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. C'est-à-dire, en fait, je vous la fais courte, on écrit plusieurs textes chaque semaine, et puis il y a une grande réunion 1 fois par semaine. Et puis lors de la grande réunion, on vous descend au bazooka tout ce que vous avez écrit, enfin disons 95% de ce qui est écrit. De ce que moi j'avais écrit, mais c'était exactement pareil pour les autres. Et puis on rentre chez soi, il faut se remettre au boulot et on a 2 jours pour fignoler, enfin pour réécrire. Non, c'est pas fignoler, justement, c'est réécrire. Et puis voilà. Et puis finalement, on s'aperçoit que les semaines passent et qu'on n'a aucun texte de prix. Donc on commence vraiment à se sentir mal. Et pourtant, on est persuadé, on a 2 oreilles. On a un cerveau, on n'est pas plus bête qu'un autre. Et puis au bout de 6 semaines, un jour, on t'appelle, on te dit ça va pas le faire. Voilà un échec. Pourquoi ? Parce que j'avais super envie de travailler sur cette série. Mais c'est même plus on sait que sur des séries comme ça, il y a une période au début où
le temps de te mettre dans le bain et de te faire au thème, à ce qui a déjà été écrit ou pas, et enfin de prendre un peu ta place là-dedans. On sait qu'il y a toujours quelques semaines comme ça d'adaptation. Même c'était même pas ça en fait. T'as même pas eu le temps de pouvoir être adapté à la série. Non, là 6 semaines ça passe super vite en fait. Ça a vraiment été très vite. Et c'était une expérience très très violente et en même temps, je pense qu'il m'a fait vachement progresser. Mais je le souhaite à personne. Et qu'est-ce qui, selon toi, étaient les causes de cet échec avec le recul? Avec le recul, je pense que si tu veux, il y avait un problème sur cette série, c'est qu'il y avait un côté un peu jugé parti. C'est-à-dire que les directeurs d'écriture étaient aussi auteurs. Donc ça, je pense que c'est pas une super bonne idée. Je dis pas que ces gens étaient de mauvaise foi. Je dis que ça crée quand même des suspicions. En tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que mes textes ou les textes de mes petits camarades, je les trouvais globalement bons et jamais je ne les aurais rectifiés de la façon dont on nous les faisait rectifier. Je n'étais pas en fait d'accord. Tu voyais pas matière à descendre à tel point les pas textes. Du tout, et tout en connaissant bien sûr en reconnaissant qu'évidemment ces gens-là avaient une expérience bien supérieure à la mienne concernant cette série. J'en ai tout à fait conscience. Mais il n'empêche que pour moi, c'était pas de cette façon dont il fallait travailler. C'est pas comme ça qu'il fallait corriger les textes. Et il y avait une descente des textes à outrance qui était difficile à vivre pour moi comme pour tous les auteurs. Oui, sans doute. Tu penses que les directeurs d'écriture voulaient faire de la place pour que leur propre texte soit prioritaire, ou bien qu'ils retouchent tout pour avoir un peu de droit d'auteur sur chaque sketch? Non, j'irai pas jusque là. Tu vois, franchement, je sais pas. J'ai jamais su le fin mot de l'histoire. Je les accuse de rien. Mais ce que je sais, c'est que ce point de détail qui n'en est pas un, et ben ça crée évidemment des suspicions, une mauvaise ambiance dès le départ. Je pense que soit tu corriges les textes, t'es directeur d'écriture, soit t'es auteur. Les deux, ça me paraît vraiment une très mauvaise idée. C'est drôle parce que j'ai eu une expérience un peu similaire, moi, avec sur une série aussi comme ça, où en fait, il y avait un directeur d'écriture. Et on était une petite équipe d'auteurs. On était censé écrire, proposer des épisodes comme ça. C'était un format d'une quinzaine de minutes. On a travaillé quelques semaines comme ça, en proposant des choses, en les recorrigeant, en les reprenant. Alors l'avantage, c'est que c'était très sympathique. C'était pas, on se faisait pas descendre. C'était juste, non mais là faudrait, non c'est pas encore ça, c'est pas. Et puis au bout de. C'est peut-être pire en fait. Je sais pas. Et puis au bout d'1 mois et demi, ça a été, finalement en fait ça va pas aller. Et au bout du compte, toute la série a été écrite par le directeur d'écriture. D'accord. Voilà. Alors pour se recentrer sur le sujet. Est-ce que c'était ton échec, Isabelle? Paradoxalement, non. Enfin, pas vraiment, parce que... Ton meilleur échec. C'est pas... J'ai plus intéressant à raconter. Alors, une chose que j'ai vécue plus difficilement, c'était sur un projet de série que j'avais créé avec une co-auteure avec laquelle on avait déjà fait pas mal de rendez-vous avec des producteurs, pas mal de démarches où on avait été plutôt refusés, et on était enfin tombé sur quelqu'un que le projet enthousiasmait, que voilà. Un producteur. Alors c'était une productrice, mais qui travaillait dans un groupe, donc qui avait un supérieur hiérarchique, qui avait des comptes à rendre en fait, qui n'était pas complètement autonome et décisionnaire. Et donc on a travaillé sur ce projet de série pendant 6 mois. Donc on a fait du ping-pong, on a écrit, repris, modifié. Il y a une tierce personne qui est entrée dans la boucle, qui faisait partie du même groupe qu'elle et qui amenait un acteur, donc une star de la télé. Donc il fallait revoir un petit peu l'écriture en fonction de l'acteur, etc. On a changé le format aussi en cours de route. Et c'était une série que vous apportiez? Que nous apportions. En plus. Oui. Ouais. Et puis donc pour tout ça, on n'a pas été payé. C'était juste un accord tacite oral. D'accord. Et lors de la grande réunion de fin d'année, juste avant Noël, où le groupe prend les décisions concernant l'année
années à venir, les projets qui vont être signés, et ben on a reçu un coup de fil de notre chère productrice qui était limite en larmes en nous disant écoutez finalement non, on va pas le faire. Donc ça c'était on va faire scène de ménage. C'était dur. C'était décevant. C'était décevant parce que le travail avait été très intéressant. On s'était très bien entendu avec la productrice. Alors, les points positifs. Donc, l'échec, c'est de voir échouer un projet qu'on porte depuis longtemps, qu'on a essayé d'adapter en fonction des recommandations qu'on nous a données. On a vraiment joué les bonnes élèves, quoi. On a vraiment fait tout ce qu'on nous demandait en essayant de, en même temps, pas perdre l'essence du projet. Et puis, au bout du compte, de repartir à zéro, en fait. C'est frustrant. C'est très frustrant, ouais, très énervant. Et après, le côté positif, c'est d'abord d'avoir expérimenté qu'on peut travailler, qu'on est capable d'assumer tout ça, d'encaisser ce qu'on nous demande, de continuer à sourire aux gens, à être gentil avec eux et poli. C'est très important parce qu'il se trouve que cette productrice m'a rappelé plus tard pour un autre travail pour lequel j'ai été payée. Donc voilà. Ça, c'était une belle leçon. Voilà. Non, mais c'est et c'était pas facile de garder, d'être même pas mal. C'est pas grave. Ouais, bah oui. Voilà. Finalement, on est pas mal, nous, avec notre petite mésaventure. Ouais. C'est pour ça qu'on les invitait, en fait, c'est parce qu'ils avaient pire que nous. Ouais, bah, je vois ça. Mince, je me sens mal, du coup. Faut qu'on échoue, Adrien. Oui, il va falloir échouer. N'écoutez pas ce podcast. N'écoutez plus. Alors Liam, t'as un peu la pression là. J'espère que t'as un méga échec après tout ça. Alors oui et non. En fait, pour ma part, j'ai plutôt En fait, j'ai vécu quelques échecs, des déceptions, on va dire professionnelles, mais souvent, je me suis rendu compte a posteriori que la déception venait du fait que je m'étais monté la tête et que objectivement, soit le projet n'était pas bon pour la boîte en question, soit le projet ne s'est pas fait, mais pour des raisons extérieures à moi. Donc, souvent, c'est des choses qu'on vit mal sur le coup, mais avec le recul, on se rend compte que c'est pas si grave. Ce que j'ai plus mal vécu, c'est le fait que pendant les premières années de ma maigre carrière, je ne réussissais à aucun concours, aucune subvention. J'ai fait toutes les aides à l'écriture, toutes les aides de région pour les courts-métrages, des préachats de chaîne. Pendant peut-être 5 ans, j'ai rien eu. Vraiment, mais rien. Et tous mes amis commençaient à avoir au moins une petite subvention par-ci, une petite aide à l'écriture, une petite bourse, une résidence, un préachat. Moi, je n'avais rien du tout. C'est comme à l'école, quand on choisit les équipes pour le basket, t'es le dernier à être sélectionné. C'est ça, chou-fleur. Et... Donc ça, tous tes copains qui partent. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai un peu mal vécu jusqu'à ce que je brise enfin la malédiction. Mais en fait, je pense que le principal véritable échec que j'ai subi, c'était il y a longtemps. C'est pas vraiment un échec scénaristique, hein, mais c'est presque encore plus dur parce que ça touche à ma personne même. C'est lorsque j'ai tenté les concours d'entrée à la Fémis et à Louis Lumière. Et j'habitais à Aix-en-Provence à l'époque et j'avais tenté les concours plusieurs fois. Et en 2003, je me suis retrouvé à passer l'oral de la Fémis et l'oral de Louis Lumière, donc la dernière étape. Et j'étais super content. Et malheureusement, je n'ai pas été pris à la Fémis. Et le lendemain, je n'ai pas été pris à Louis Lumière. Donc j'ai vraiment pris l'échec de plein fouet. Mais paradoxalement, et ça c'est un truc que j'ai remarqué à chaque fois que j'ai subi des revers, entre guillemets, ça m'a donné une énergie assez démentielle pour me bouger. Et j'avais cette espèce d'avenir qui venait de se boucher devant moi. Ouais, ça c'est fait, maintenant qu'est-ce que je fais ? Il y avait ce côté, oui voilà, genre soit dans 2 mois je pars à Paris pour 4 ans, dans une des meilleures écoles possibles, soit je reste ici à Aix et je me débrouille, quoi. Et du coup ça m'a donné l'énergie de faire un court-métrage en amateur, dont certains me parlent encore aujourd'hui en fait. Donc quelque part, et en ce moment je me sens un peu dans une impasse, et pareil, j'ai cette énergie qui revient. Dès que j'ai une frustration, ça réveille quelque chose en moi qui me donne envie de faire quelque chose un peu envers et contre tout, et même contre les commissions et contre les producteurs. Avec le recul, Liam, qu'est-ce que tu dirais qui t'a manqué à ce moment-là ? Je pense qu'objectivement, j'étais jeune, peut-être dans ma tête, je pense, tout simplement. Après, je pense que c'est sans doute pas passé loin. J'ai relu il y a quelques années la lettre de motivation que j'avais écrite pour la Fémis. J'étais pas mort de rire, hein, c'était tout à fait convenable. Hein. C'est tellement une question d'adéquation avec les autres candidats et le jury. Mais c'était dur sur le coup. C'est marrant, moi plus que toi peut-être, je sais pas si ça te le fait aussi, mais c'est vrai que quand il y a des trucs qui marchent pas, des échecs, moi j'ai tendance le lendemain à être surboosté, à vouloir changer le monde, quoi. Et totalement. À vouloir partir sur des projets et faire des trucs. Je le retienne parce que c'est compliqué. Ouais, voilà. Non, mais je fais putain, on a fait un truc de merde, viens on fait un podcast. Et puis il m'a dit ah ouais tiens. Et voilà, tu vois.
Depuis Non ça mais marche. voilà. Non mais c'est vrai qu'il y a ce côté où merde, ça, bon, de toute façon t'as plus rien à faire, c'est fini. Il y a des trucs, et des fois tu sais pas trop, alors tu peux retenter, mais une fois que tu sais que il y a un truc qui est bouché, que c'est fini, qu'est-ce qui te reste à faire à part rebondir et te lancer dans un truc ou peut-être aussi ça t'aide des fois à dire là j'ai un peu trop insisté, j'ai voulu trop faire plaisir, j'ai voulu trop m'adapter à ce que eux voulaient. Maintenant qu'est-ce qui me ferait plaisir à moi et qu'est-ce que j'ai envie d'écrire moi pour moi finalement. Et pour les faire chier. Mais c'est vrai, non, mais quelque part, il y a aussi ce syndrome-là. C'est ça ton court-métrage finalement. Tu dis, oh allez, maintenant je me fais plaisir, je fais un court-métrage. Et finalement, on t'en parle encore aujourd'hui. Donc c'était la bonne décision. Totalement. Et j'ai fait un autre court-métrage par la suite, quelques années plus tard, qui est né de la même volonté de faire un film juste pour moi et pour dire, entre guillemets, fuck aux commissions et à tous les gens qui me disaient non. Et ça a cartonné. Et ça a très bien marché. Donc, quelque part. Tu as le droit de citer tes films, hein, si tu veux faire un peu d'autopromo. C'est un film qui s'appelle Mec Meuf, qui est une comédie, qui est trouvable sur Internet. Qu'à peu près tout le monde a vu. Chez les auditeurs du podcast, peut-être. Sûrement. En tout cas, s'ils l'ont pas vu, on le recommande chaudement. Oui. Alors, l'URL, c'est youtube.com, petit ER5/NY. Tu sais, je t'avais dit, il faut le chauffer un peu. Il est parti. Ça allait partir. Alors, question un peu ouverte et générale. Le premier qui a l'idée prend la parole. Est-ce que vos échecs d'aujourd'hui sont les mêmes qu'avant ? Et tu vois, ça fait des blancs. Je vais arrêter avec ces questions de merde. Isabelle. Je vais pas répondre à la question directement. Je vais justement dire que des échecs là dont j'ai parlé et puis d'autres que j'ai pu traverser aussi, ce que j'ai retiré, c'est qu'il faut, comme vous les avez dit vous en ouverture, il faut bien réfléchir aux personnes avec qui on s'engage. Et il y a une chose importante. PF et Liam acquiescent avec toi. Et notamment en termes de notoriété. Malheureusement, ça paraît pas très juste, pas très justifié, parce qu'il ne s'agit pas de talent, de compétences, de choses comme ça. C'est vraiment, il y a une question d'expérience et de reconnaissance du milieu qui fait que on devient beaucoup plus crédible si on s'appuie, si on est accompagné au sein d'une équipe, au moins par une personne qui a déjà acquis une reconnaissance suffisante et qui lui donne, qui permet aux interlocuteurs qu'on va rencontrer de nous crédibiliser. Il y a ça souvent dans les projets télé. Alors dans les projets télé, c'est nécessaire, oui. C'est absolument nécessaire. Moi, je sais que c'est ce qui nous a manqué, par exemple. Au cinéma, il y a vraiment un autre mode de fonctionnement. Enfin, moi, c'est ce que j'ai constaté. J'ai l'impression qu'il y a une part plus grande de prise de risque de la part des producteurs qui s'engagent peut-être plus personnellement sur des coups de cœur, sur des rencontres, sur des envies et qui vont faire confiance plus longtemps à la créativité de la personne, alors que très rapidement à la télé on est confronté à la question de l'audience, du formatage, du spectateur, dont on fait un portrait. Je sais pas avec quoi on fait ce portrait-là. Est-ce que c'est pas je sais pas qui c'est ce spectateur, moi, mais la ménagère. La ménagère de... Est-ce que c'est pas aussi le fait que en télé on développe des projets pour faire plaisir à une chaîne avant tout, et au cinéma on développe des projets pour faire plaisir aux spectateurs? Il y a toujours cette notion de spectateur. Oui, mais la chaîne, elle parle du spectateur. La chaîne, elle parle de son téléspectateur. Et il y a aussi le diffuseur qui est la chaîne au cinéma, mais j'ai l'impression que le dialogue est pas le même. On parle pas des mêmes choses quand on développe pour la télé ou pour le cinéma. C'est peut-être aussi l'origine de ce genre de choses. C'est pas clair du tout. Hein, si, c'est clair. Mais j'ai l'impression qu'au cinéma, parfois, même la question du spectateur est pas forcément posée tout de suite. Qu'il y a vraiment un intérêt pour le sujet, l'histoire, l'originalité. C'est d'abord personnel par rapport aux producteurs. J'ai l'impression qu'il y a une plus grande ouverture à la créativité. Oui. D'accord. À l'originalité. Donc bien s'entourer évite les échecs. Tu voulais rajouter quelque chose à ce propos? À propos de la question à la base, la question à laquelle j'ai pas répondu tout à l'heure, mais en fait je peux quand même répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, j'espère que je les referai pas, mais j'ai l'impression d'avoir quand même eu tendance à avoir à me retrouver devant la même situation. Quand je disais tout à l'heure, il faut bien s'entourer. C'est parce que à plusieurs reprises, les échecs que j'ai traversés étaient liés au fait que je partais avec des gens qui étaient pas les bonnes personnes.
Et surtout en termes d'expérience et de la toute première fois que j'ai écrit quelque chose, c'était un court-métrage. J'ai trouvé une productrice mais elle se lançait dans la production. Et donc on était 2 novices. On s'est retrouvés dans des commissions à devoir défendre notre projet et devant des mecs qui nous regardaient et on se disait oh là ça va pas le faire, on va pas, qui nous posaient des questions techniques auxquelles on n'arrivait pas à répondre et parce qu'elle avait pas plus d'expérience que moi et voilà, donc là je me suis dit mince, de toute façon je suis partie, j'étais trop, finalement on formait une équipe trop fragile pour réussir à remporter l'adhésion et je me suis retrouvée à d'autres moments dans ce genre de situation où j'étais avec des gens qui avaient pas assez d'expérience pour m'accompagner dans un projet alors que moi-même j'en avais pas non plus. Voilà, donc je l'ai fait plusieurs fois, ouais. Et j'espère que c'est bon là. C'est fini. Je vais essayer de faire autrement. Tu dis que tu as appris de tes échecs et que tu oui. fais attention maintenant avec qui tu développes des choses. Mais moi, je pense qu'on apprend toujours des échecs. Ça va être la question suivante. C'est pas du tout des du coup. choses négatives. Pierre-François, c'était au bout de 19 fois. Oui, mais justement, je suis un peu inquiet. Je te charrie là-dessus. Non, mais je crois que je suis complètement débile. Non, mais parce que, excuse-moi, mais celui qui se prend une porte dans la figure 19 fois de suite, il y a un problème. Tu vois, c'est presque, tu vois, c'est un peu la vie qui, tu vois, c'est la vie qui te dit, Coco. Oui, mais chaque cas est unique. Tu peux pas généraliser. Si c'est 19 fois le même projet que tu essaies de placer à la même personne, non, oui, il y a un là, problème. c'est pas 19 fois, c'est sur 19 séries ou projets différents. La vie te dit quelque chose. Donc, je pense qu'on l'a tous, je crois, vraiment bien dit. C'est-à-dire, évidemment, c'est une palissade, on apprend des échecs. Donc, il faut vraiment apprendre des échecs. Et tant qu'on rebondit derrière, finalement, c'est pas vraiment un échec. Et après, quand on se prend une série d'échecs, il faut quand même, après, bien réfléchir et voir si y a pas quelque chose de fondamental à changer. Par exemple, je pense que c'est suite à mon expérience de scénariste que j'ai eu envie de créer le script Jardinier, parce que j'en avais tellement marre en fait d'être traité comme ça. Je me suis dit si tu te plains, t'as qu'à faire autrement, t'as qu'à montrer qu'on peut faire autrement et que les auteurs ils sont 100 fois meilleurs si on les prend en charge, si on les regarde, si on s'intéresse à ce qu'ils écrivent et si on arrête de les maltraiter. Du coup, le script Jardinier, c'était ta réponse mais tout à fait, à l'échec. 100%. Ok, super. Et est-ce que, Liam, tu disais, quand t'es chou derrière, tu rebondis et t'es à fond, est-ce qu'il y a une phase quand même de réflexion, de regard sur ce qui s'est passé ? Il y a toujours déjà une phase d'humiliation déjà, de dépression. De dépression, ouais, où il faut par moment un peu embrasser le truc pour vraiment, ne pas se mentir à soi-même et vraiment reconnaître qu'on est dégoûté. Après, ce qui est important, je pense, c'est surtout de pas tomber dans un délire de persécution et d'être spécifique. Il y a une fameuse phrase, c'est il faut être spécifique sur qui ils, au pluriel, sont. Oui. Parce que des fois, souvent, on imagine qu'il y a une espèce de complot contre nous. Et en fait, si on met un nom et un visage sur la personne qui a dit non, on la ramène à juste une personne dans un contexte, dans une boîte ou dans une commission ou autre. Et tout ce qu'il faut, c'est un oui, en fait. Donc, si on commence un peu à segmenter les choses plutôt que faire une espèce de prix de gros où on s'imagine que tout le monde est lié contre nous, là, on s'en sort pas. L'échec, en gros. C'est ça, l'échec en gros, ouais. Après, ce qu'il faut éviter de faire, je pense, c'est... on a tous tendance à se comparer à soi-même versus le monde entier. Donc c'est un peu genre, moi, ma carrière de court-métragiste versus Steven Spielberg, Orson Welles, Jeff Nichols, Steven Soderbergh, enfin... Alors qu'en fait, si on prend chaque personne individuellement, ils ont aussi leurs échecs, leurs réussites. Celui qui a tel talent dans tel domaine celui qui peut réaliser E.T. ne sait pas forcément réaliser The Insider ou autre. Enfin bref, je prends des très grands noms là, mais c'est pour. Je pensais que t'allais dire Martin, Théo, Yacine. Mais même voilà, Yacine, je pense qu'il a aussi ses échecs et c'est juste qu'on a, vu de l'extérieur, on voit que la win, mais je pense que Yacine aussi il a connu des revers. Donc voilà, je pense que ça c'est les principales choses à retenir. Moi c'est marrant que vous m'ayez invité parce qu'il y a peu de temps j'ai créé un document Word qui s'appelle Motivation cinématographique où j'ai commencé à compiler
j'en ai pas compilé beaucoup pour l'instant, mais des échecs, des récits d'échecs ou de galères sur des projets qui ont fini par se faire. Et où on voit que les frères Duffer là sur Stranger Things, ils ont essuyé genre 20 refus de networks avant que Netflix leur dise oui. Où on voit que Denise Gamzer-Guven, elle s'est fait lâcher par son producteur en race campagne 1 an avant que le film ne soit diffusé à Cannes. Enfin, je veux dire, il y a un moment où tout le monde, enfin, on a tendance à voir tout le monde comme des winners, tous les gens qui sortent un long en salle comme des winners, et finalement. Et le livre, il sort quand ? Ce sera un très court livre pour l'instant. Du coup, est-ce qu'on parle pas assez d'échecs finalement ou trop peu? Ben souvent, il y a quelques mois, j'avais pensé lancer le sujet sur Facebook en fait, parce que c'est un peu comme attention, sujet super gore, les fausses couches. Il y a toujours ce côté un peu chez les futures mamans, voilà, quand une femme fait une fausse couche, il y a toujours ce côté, il y a un peu une omerta là-dessus, c'est un peu gênant d'en parler, etc. Et dès qu'on commence à en parler, on voit que plein de gens ont vécu ça en fait, et souvent des trucs beaucoup plus gore. Et c'est un peu comme ça l'échec cinéma. Enfin, on est tout le temps en mode genre, ouais, j'ai eu l'aide de la région machin, ouais, j'ai signé avec LGM, ouais machin, et finalement on passe un peu la loose sous le tapis, surtout dans nos sociétés un peu d'image où on est vraiment en mode genre point levé. Donc il faudrait plus de fausses couches d'écriture. C'est ça. Et qu'on en parle. Et qu'est-ce que tu as appris toi du coup, Liam, de tes échecs? Attends, temps mort de réflexion. Eh ben, j'en profite pour j'en profite pour dire à nos éditeurs que s'ils ont des échecs à nous raconter, ils peuvent nous envoyer ça, nous écrire ça par mail, ouais, bien sûr, à podcast@adrienemethieu.fr, et si Voilà. c'est mémorable, on les lira peut-être la prochaine fois à l'antenne, et sinon on les transmet à Liam qui en fera un livre en plusieurs tomes, parce que je pense qu'il y a de quoi faire. C'est ça. Mais il faut que votre film finisse par se faire, sinon c'est pas intéressant. Sinon c'est juste de la lose-lose. Ouais, mais je viens un peu schizo en fait. Je trouve ça, finalement, le sujet est vachement compliqué parce que, il est à la fois simple et compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, même quand je me faisais virer, en fait, j'avais pas vraiment l'impression que ce soit un échec. Pourquoi ? Parce que pour moi, à partir du moment où toi, en tant qu'auteur, tu as donné tout ce que tu avais dans le ventre, que tu as été au bout du truc, que tu as bien écouté ce qu'on te disait, que tu as parfaitement respecté le cahier des charges, que tu as rendu ton document dans les temps, à partir de ce moment-là, que finalement on te dise dès le début ou plus tardivement, vous faites pas l'affaire, moi je trouve que c'est pas un échec. Et donc c'est pas grave du tout. Tu es très stoïcien alors? Non, mais ça me paraît une évidence. Pour moi, l'auteur doit être... C'est dans son cœur que lui-même doit sentir si vraiment c'est un échec, au sens où il n'a pas été au bout de là où il aurait pu aller. Mais si c'est le cas, s'il a été au bout, ça peut pas être considéré comme un échec. C'est pas parce que tel prod, tel directeur d'écriture va te jeter. Toi, tu sais au fond de toi ce que t'as donné, et c'est ça le plus important. Il faut parfois du recul pour s'en rendre compte. Non, parce que je pense que tu sais quand t'es dans l'écriture, tu sais toi si t'as été au bout ou pas. Je pense que après avoir été au bout, c'est un peu différent que d'être bon, mais ce qui compte, c'est comme un tennisman. Je veux dire, Nadal, s'il perd, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave ? Tu le verras toujours perdre en souriant. Pourquoi ? Parce que lui, il a été au bout. Il pouvait pas aller plus loin. Et nous, les auteurs, c'est exactement pareil. Après, je trouve que c'est la difficulté du statut d'auteur, c'est d'être dépendant comme ça du lecteur qu'on a en face de soi, de la personne à qui le texte est destiné. Et le fait que, de toute façon, un scénario, c'est toujours un objet transitoire. Et donc, l'aboutissement du scénario, quand même, c'est la réalisation. Et ce qui est très frustrant, c'est quand on n'arrive pas au bout. C'est-à-dire que même si on est conscient qu'on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait donner, il y a une frustration si l'objet n'est pas transformé. Et même avant ça, ce qui peut être frustrant dans le mode de fonctionnement, par exemple à la télé, dans le fait qu'on puisse être remplacé en cours de développement d'un projet. Dans le cinéma aussi. Dans le cinéma aussi. Dans le cinéma aussi. Alors là, ce que je trouve encore plus dur, c'est qu'on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait donner à l'instant T, et
c'est comme si on nous enlevait un bébé qui est pas encore fini, quoi, ou et on dit mais attendez, avant de dire que c'est pas satisfaisant, laissez-moi le terminer. Et ça, je trouve que moi, c'est une chose que j'ai vécue. Et comme tu disais tout à l'heure, on peut pas dire que c'est un échec puisque on va jusqu'au bout de quelque chose, voilà. Et c'est juste que au lieu de continuer, on pensait être à une étape et puis finalement c'est pas une étape, c'est fini. Et puis on dit on passe le relais. Pourquoi ? Parce que en fait c'est pas tout à fait ça et on a envie de dire mais attendez, c'est pas fini. Souvent en face, les gens qu'on a en face voient pas les étapes. Ils s'attendent à avoir quelque chose de fini très vite. Enfin nous ça nous arrive régulièrement d'avoir des gens en face de nous qui s'attendent à lire un truc définitif et voilà c'est bon. Et moi je trouve que ça c'est un vrai problème professionnel, c'est-à-dire que on devrait avoir quand même des interlocuteurs un peu plus compétents et capables d'évaluer le processus créatif en fait. C'est encore une fois c'est toujours la question de savoir s'entourer, c'est aussi dans ce sens-là, savoir s'entourer de gens pour qui on travaille et qui savent apprécier cette valeur. Après le problème c'est qu'il y a pas mal d'intervenants et que tu vois, on peut être approuvé par certains et puis derrière il y en a un autre qui intervient et qui dit mais non mais ça va pas, je comprends pas. Oui. Mais c'est ça, c'est le côté subjectif et le côté aléatoire du domaine. En fait, moi, j'ai beaucoup lu et un peu écrit sur la politique. C'est quelque chose que j'adore. Et finalement, ce qui est bien avec la politique, c'est que c'est peut-être l'arène, comme on dit aujourd'hui, la plus visible où les échecs sont vraiment montrés. À la différence du sport dont on parlait tout à l'heure, en sport, il y a quand même le talent plus le travail et quelque chose d'assez un peu objectif. Alors qu'en politique, si on peut être le plus charismatique ou avoir le meilleur programme ou avoir le plus travaillé et on peut rencontrer cette espèce de subjectivité de l'électeur ou des circonstances qui mènent notamment à toutes les surprises qu'on a connues cette année, par exemple en termes de politique internationale, etc., que ce soit Trump ou Fillon ou qui on veut. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau là-dedans, en fait, et quelque chose d'assez presque rassurant, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une logique interne reproductible en écriture, en réalisation, dans le monde un peu liquide et aléatoire du cinéma. C'est moins mécanique. Tu veux dire ? C'est moins mécanique ? Non, je disais juste que voilà que. Ou j'ai rien compris. Non, en fait, je disais juste que. Parce que tu parles politique. Ouais, voilà, mais les destins des hommes politiques sont assez proches finalement des galères qu'on peut rencontrer en art, je trouve, vu qu'il y a quelque chose de. Sauf qu'on les montre vraiment. Non, voilà, c'est les échecs publics dont on parle le plus dans l'actualité en fait. C'est vrai. Et du coup, c'est souvent des modèles. Il faut toujours se rappeler que ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain, et c'est ce que j'essaie de me dire à chaque échec en fait, et que tout peut se retourner à tout moment pour le meilleur et pour le pire. Voilà, c'est un peu peut-être des idées reçues que je suis en train de dire, mais pas du tout. Mais tu développeras ça un peu plus de toute façon dans la préface de ton livre. Voilà, exactement. Voilà. Alors, on parlait de la période post-échec, très rapide après l'échec, avec toi, Liam notamment. Est-ce que vous avez des gens autour de vous à qui vous parlez de ces échecs ? Est-ce que ça fait partie du processus ? Toi déjà, Mathieu, est-ce que tu en parles par exemple ? J'en parle à toi. Oui. Non, mais c'est vrai que nous on est deux, on en parle entre nous. On en parle beaucoup entre nous. Encore une fois, il y a c'est le côté catalyseur. Ça reste ce qui se passe entre Adrien et Mathieu reste entre Adrien et Mathieu. Non, mais globalement, ce qui se passe, c'est que t'as ta fenêtre Facebook ouverte et t'as la fenêtre statut où tu mets les bonnes nouvelles. Ah, c'est comme ça que et t'as les fenêtres chat avec tes meilleurs amis où tu racontes comment tu t'es fait virer tel projet ou comment finalement tel. Il y a pas un groupe Facebook la loose au cinéma ou... Les fausses couches. Les fausses couches artistiques. Voilà. Non, mais globalement, c'est ça, hein, vraiment. Hein. C'est genre, moi, j'ai des potes scénaristes ou dans le ciné à qui tu peux parler de ce genre de choses. D'autres que tu connais moins bien, à qui tu t'ouvres un peu moins et tu restes un peu plus dans une image de win. Enfin voilà, plus tu connais les gens, plus t'es sincère. Et moins tu les connais, plus tu arrondis un peu les angles et tu embellis la réalité, je trouve. C'est exactement ça. Pierre-François. Je trouve ça super intéressant. Je veux dire de plus. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. En fait, on est quand même un petit peu dans l'idée de donner effectivement cette image de winner où effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas ou on ne doit pas parler d'échecs, donc on ne parle que des bonnes nouvelles. Mais souci, parfois, pendant des mois, voire des années, il n'y en a pas de bonnes nouvelles. Et là, parfois, ça devient très chaud. Il faut les créer. Alors quel est le problème à parler de ces échecs finalement pour vous ? C'est une question d'image, c'est-à-dire qu'on est dans une société de l'image, tout le monde veut donner une bonne image de soi et la bonne image c'est une image de gagnant, c'est pas une image de
de gens qui rencontrent des difficultés, malheureusement, je trouve d'ailleurs, parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant de partager une expérience réelle, humaine, où on tombe, on se relève, on se fait mal, on prend des coups, d'ailleurs, c'est ce qu'on raconte dans nos histoires, en fait. Hein. Oui. Alors on dit, voilà, s'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire, mais par contre, notre vie à nous, elle doit avoir l'air, mais il n'y a rien, il ne se passe rien, il n'y a que des trucs géniaux. Donc c'est assez paradoxal. C'est un peu comme cette image qui circule beaucoup entre créatifs sur Internet, c'est l'iceberg, avec la partie succès de l'iceberg qui est toute petite, et en dessous la montagne de travail, d'échecs, etc. Il y a aussi l'image du mec qui creuse avec une pioche et il s'arrête au bout d'un moment parce qu'il en a marre, et celui d'en dessous il continue à creuser, il y a des diamants à genre 5 cm et il se pointe tomber dessus. Ouais. C'est vrai. Je la connaissais pas celle-là. Ouais, c'est un petit truc de motivation. Pierre-François, tu voulais réagir? Non, mais c'est exactement. Oui, je connais ces deux images et elles sont super parlantes, quoi. Alors on va on va laisser la parole à Pierre-François et Eliam, parce que vous deux, en tant que lecteurs de beaucoup de projets qui ne sont pas à vous, ça peut paraître cruel, mais on va pas citer de nom évidemment. Est-ce que vous voyez beaucoup de futurs échecs, de choses où vous vous dites mais ça c'est infaisable, lui il a aucune chance? Est-ce que vous avez ce regard-là? Clairement, bien sûr. Des échecs artistiques, tu veux dire, ou des échecs de financement? Sur un projet par exemple, tu te dis bah lui j'ai lu d'autres choses, c'était très bien, mais là il fait un truc, il va droit dans le mur. T'as vraiment toutes les configurations possibles. Des fois, tu reçois pour telle ou telle société un scénario qui n'est pas du tout adapté à la ligne de la société. Donc, tu sais même pas pourquoi la personne l'a envoyé parce qu'il s'assure d'un échec. Donc, t'es un peu dégoûté pour lui et tout le monde perd son temps et c'est dommage. Ensuite, t'as des films qui sont foirés, des scénarios qui sont foirés et tu comprends pas pourquoi le mec a pris le temps de l'écrire ou que le producteur a pris le temps de l'optionner, a dépensé l'argent pour l'optionner. Oui, parce que toi, tu lis des choses qui sont déjà à un certain stade. Je lis franchement à tous les stades. Je lis des scénarios sans producteur, des scénarios avec des... Enfin bref, je lis un peu de tout. Et est-ce qu'il y a une tendance là-dedans? Est-ce qu'il y a plus de projets complètement foirés optionnés, par exemple? Disons quand même, plus tu arrives tard dans le processus, donc plus le film est entre guillemets a déjà un soutien derrière lui, mieux il est. Ah, tu me rassures. Général, plus travaillé, il est au moins. Bien sûr. Ah, j'ai eu peur un instant. Non, il y a quand même un peu des règles, mais ce qui est horrible, c'est quand tu fais la liste dans ta tête de tout ce que tu as lu, et il y avait aussi des trucs bien dedans, et tu sais qu'ils ne pourront pas tous se faire. Et tu te retrouves face à cette masse de projets qui existent, que tu listes chez toi sur un document Excel, et tu te rends compte à quel point on est des dizaines et des centaines à écrire. Et ça, c'est un peu déprimant. Regardez. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout à fait. Alors, entre .doc, Excel, est-ce que tu prépares un PowerPoint de quelque chose? Moi, je me demande du coup. Ouais, je sais pas quoi dire, mais oui. Et toi, Pierre-François, dans tes demandes d'accompagnement, est-ce que tu vois parfois des projets impossibles, peut-être? Dans tous les cas, je vois pas d'échec. D'accord. C'est ça qui est génial. C'est parce que tous les gens, il n'y en a pas tant que ça, mais bon, il y en a quand même. Pense à ton image, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens. Les gens, succès, donc les milliers de personnes qui me contactent, chaque semaine, j'en ai fait trop. En fait, ce sont des gens qui ne sont pas en échec. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'action. Et en fait, je pense que l'échec, c'est l'inertie. Tu es en échec, et on l'a vu tout à l'heure à travers chacun de nos exemples. En fait, tu es en échec quand tu n'avances plus. Mais quand tu as l'idée de demander l'avis de quelqu'un, une fiche de lecture, un regard, quand tu as l'idée de t'arrêter 15 jours, bref, quand tu es en mouvement, tu peux pas être en échec. Et tous les gens qui viennent vers moi, en fait, ils sont à un certain stade de leur scénario. Ils ont le sentiment, la plupart, parce que c'est ce que je recommande sur mon site, et c'est exactement ce qu'ils ont fait la plupart, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment été au bout. Là, pour le coup, j'en reparle. Là, voilà, ils sentent que c'est pas top, qu'il y a encore une marge d'amélioration, mais que pour l'instant, ils sont pas capables de voir comment ou ça, voilà. Et donc, moi, je leur apporte ce modeste service de leur éclairer un petit peu, d'éclairer un petit peu leur script et de leur dire par où ils pourraient passer pour l'améliorer. Donc t'as pas le cas de figure de l'auteur qui a proposé son projet à plein de sociétés, à plein de commissions, qui a rien eu, jamais, et qui, en dernier recours, il vient chez toi? Le problème, c'est que moi, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, moi, ça ne m'intéresse... Les avis des prods et des directeurs d'écriture et de tout ça, pour moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais ce qui m'intéresse, c'est l'auteur. C'est lui. Qu'est-ce qu'il ressent? D'accord. Qu'est-ce qu'il ressent par rapport à son projet? Je ne travaille que sur cet axe. Donc, même si quelqu'un me dit « Oh là, tout le monde déteste mon projet », moi, je vais dire, c'est pas grave, ton projet m'intéresse. Je veux voir ce que ton projet a dans le ventre. Donc, en fait, moi, je suis rarement en position d'échec. Bon, là ça m'est arrivé. Mais en fait, j'ai une croyance, c'est que dans chaque scénario, même le plus mauvais, même vraiment dans le pire
des scénarios, il y a toujours quelque chose, ça peut être un dialogue, ça peut être une scène, ça peut être une idée, ça peut être un décor, mais il y a toujours quelque chose qui potentiellement t'ouvre la porte. Donc ça, je laisse jamais un scénario sortir de mes yeux sans avoir au moins trouvé cette ouverture. Le truc, qui fait la différence. Donc en fait, là, ça fait un langage un peu, ça fait un langage un peu comme ça, très positif et tout ça, mais j'ai vraiment l'impression d'être là pour ça, quoi. C'est mon job en fait. Super. Alors, si on parlait un peu de persévérance maintenant. Ouais, je vois Liam Avachi, il a envie de choses un peu plus dynamiques. Le mercenaire de l'écriture, comme on l'appelle. C'est drôle que tu parles de persévérance parce que en écoutant, je me disais que en fait, les gens qui réussissent, c'est juste qu'ils n'ont jamais abandonné. Du coup, Isabelle, je me permets de rebondir sur ta question. Jusqu'où, selon toi, faut-il persévérer, que ce soit dans le cadre finalement d'un projet ou d'une collaboration ? C'est quoi le signe qui te dit « Ouh, là, faut peut-être s'arrêter, faut peut-être passer à autre chose » et il y a peut-être un truc récurrent qui revient, qui fait clignoter toutes les lumières d'urgence. Personnellement, dans l'écriture de mois à mois, c'est-à-dire tu écris face à toi. Non, mais je veux dire sur un projet qui n'est pas en coécriture et qui n'est pas encore en signature, qui est vraiment juste quelque chose que j'ai envie de raconter, je pense qu'il faut jamais jeter l'éponge. C'est-à-dire que c'est et c'est quelque chose qui existe, qui est quelque part, et si c'est pas abouti, on revient dessus et on est. Donc il n'y a pas de cette notion, elle n'intervient pas dans l'écriture en soi. Après, quand on est engagé dans un projet, je pense que quand on sent en face de soi que tout devient très flou, qu'il y a trop d'indécision, trop de remise en question, que rien ne convient jamais, il faut partir en courant. Et c'est le mérite d'être clair. Carrément. Ouais, je pense qu'il faut jeter l'éponge vraiment quand tu sens que t'as plus le désir, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment un truc intérieur. C'est vraiment dur de tirer des leçons un peu qui fonctionnent à tous les coups, mais parce que des fois, on se force un peu sur un truc et finalement, ça donne quelque chose de pas mal. Mais des fois, quand on sent qu'on n'a plus la motive et qu'on sent qu'on est en train de se forcer un peu à l'envoyer à un producteur de plus parce qu'on sait jamais, mais qu'on n'y croit plus soi-même, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut accrocher sur un projet, je veux dire, pas sur sa carrière. Oui, c'est une très bonne réponse. Très bon indicateur, finalement. L'envie personnelle, la petite étincelle. Des fois, tu sens que tu as l'impression de faire passer un truc carré dans un truc rond, comme les jouets d'enfants, là, et tu le fais un peu pour la forme, et sans croire toi-même à la réussite du projet. Et ça, c'est peut-être le moment où tu te dis, bon, on va peut-être mettre le truc en pause. Tu le fais un peu pour la forme. Ouais, jeu de mots. T'as pas fait exprès. Hein. Non, c'était calculé, bien sûr. Pierre-François. Ouais, je crois aussi que c'est pas un échec d'abandonner un projet ou une écriture. C'est-à-dire qu'on peut avoir une super idée. Moi, ça m'est arrivé. T'as une super idée, t'as vraiment un super pitch, et puis après, tu travailles 1 semaine, 2 semaines, et puis au bout de 2 semaines, t'as toujours un super pitch. Mais en fait, t'as pas d'histoire. Tu peux pas la développer en 1 page. Donc, il y a comme ça des bouts d'histoire qui sont un peu pièges. Et ça, il faut savoir arrêter, abandonner. Alors, une quand ce genre de choses arrive, j'imagine que vous prenez un peu du temps pour y réfléchir. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous prenez du recul? Vous avez peut-être une façon de prendre du recul, un rituel, quelque chose pour vous recentrer et vous reconcentrer? Et limiter l'échec. Quand je commence à déprimer, déjà faire un tour dehors, à chaque fois ça fait du bien, et à chaque fois je me demande pourquoi je le fais pas plus souvent, vu que je sais que ça fait du bien. Ensuite, il y a quelque chose qui marche bien, c'est j'aime bien écouter des podcasts, justement, notamment des interviews de scénaristes, et je me rends compte que chaque fois que j'en écoute en faisant la vaisselle, par exemple, il y a une remotivation qui vient tout de suite. Ah ouais. Ouais. Quel podcast? Le Q&A de Jeff Goldsmith, notamment. Ok, d'autres? Non, c'est le principal truc que j'écoute, en fait. J'ai tout un backlog. Mauvaise de trucs, réponse, Liam, mauvaise réponse. Désolé. Mauvaise réponse. Bah, écoute, on était ravis que tu passes nous voir. Bon, à très vite, merci. À bientôt, salut. Ah, enfin entre nous. Et alors, et quand vous réussissez, du coup, est-ce que vous autorisez la célébration d'une réussite? Parce qu'on parle là d'un coup de réussite. Même les plus petites, hein. C'est la persévérance. Au bout de la persévérance, parfois, il y a une réussite. Est-ce que pareil, c'est un moment pour faire le point aussi, de prendre du recul? Ou juste faire la fête? Voilà. Souvent, il m'est arrivé plusieurs fois d'anticiper sur une future réussite, en me disant, ah là là, quand j'aurai la bonne réponse, je vais le fêter. Et même quand j'avais la bonne réponse, je le fêtais pas, parce que je pense que je lissais un peu tout dans ma tête en me disant, non mais en fait, c'est pas parce que ça se passe bien aujourd'hui que ça va se passer bien demain, peut-être que je regretterai cette... Alors moi, je trouve ça dommage.
J'ai tendance à faire ça aussi. Même si c'est une petite réussite, c'est important de la célébrer parce que, petite victoire. C'est parce que t'es alcoolique que tu dis ça, toi. Ouais. Alcoolique et clubbeur. Oui, justement, vous, comment vous faites alors quand vous avez une bonne nouvelle, un nouveau contrat qui Lui, il regarde, on sourit. Lui, il sort la bière, moi je le regarde et je suis triste, quoi. Ouais. Du coup, moi je célèbre sans lui, tant pis pour lui. Hein. Voilà. Non, mais j'ai tendance à être un peu comme toi, Liam, à me dire ok, on se calme, c'est peut-être bien là tout de suite, mais demain peut-être c'est de la merde, on va se calmer. Ça n'empêche pas d'apprécier, hein, mais j'ai jamais officiellement fêté quelque chose en mode allez, je vous paye tous un coup, allez, on fait la teuf. Ça a toujours été je suis super content, j'ai eu tel truc. Ouais. J'ai jamais marqué le coup de manière. Parce que c'est pas fini en fait, c'est jamais fini. Oui, en plus, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est l'impression que ça donne, c'est que quand on a une bonne nouvelle, c'est le travail commence et finalement ça recentre, ça concentre. On est comme dans un processus et c'est plutôt ça se densifie. C'est vrai que moi je réfléchis, mais j'ai l'impression que j'ai pas vraiment célébré les bonnes nouvelles. C'était plutôt bon, alors maintenant, voilà. Allons-y, quoi. Ça c'est fait, maintenant faut s'y mettre. Ouais, quoi. voilà. Ouais. Je me demande si la célébration, c'est pas une question de maturité. Parce que, en fait. Je dois être le plus immature de cette table. Quand j'étais. Non, mais justement, c'est le contraire. C'est toi le plus jeune. Quand j'étais jeune, j'aurais plutôt tendance à faire comme Mathieu et Liam. Oh là là, non, surtout pas boulot. Et en fait, maintenant, le moindre petit contrat, la moindre, vraiment, j'ai envie de fêter et j'y prends beaucoup de plaisir. Donc, moi, je pense que c'est important de célébrer. C'est prendre soin de soi, au final. Il y a un petit côté où on se félicite. C'est pas mauvais de prendre soin de soi à un moment donné, surtout vu les échecs qu'on a pu avoir. Exactement. Voilà, ça fait du bien, quoi. Faut pas en faire trop. Enfin, l'idée, c'est pas non plus de faire une méga teuf, mais. Donc, petit message pour Mathieu. Voilà. D'accord, je prends note. Vous m'expliquerez comment ça marche. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est une espèce de... c'est comme maintenir la vigilance. Être attentif. Être attentif, ouais. Tout le temps. Voilà. C'est ça, je suis en alerte tout le temps. Ok, bon, ça c'est passé, maintenant qu'est-ce qu'il y a mais en fait, c'est super logique de célébrer, comme vient de le dire Adrien, à partir du moment où, on l'a dit tout à l'heure, où notre quotidien, c'est quand même beaucoup d'échecs. Qu'est-ce que vous attendez, je comprends. Quand pour une fois... ça nous arrive, j'espère que ça vous arrive plein de fois dans les jours à venir et dans les semaines qui viennent, mais quand il t'arrive une bonne nouvelle, un contrat, c'est presque obligatoire de le célébrer tellement c'est rare de toute façon. Ouais, au moins un petit cocktail. Au moins un petit truc, exactement. Fait maison au minimum. On va vous laisser on y pensera près du bar. à la prochaine fois. Alors, on va changer de sujet. Difficile de ne pas parler d'échecs sans parler de critique. Et on avait envie de vous questionner à propos de la critique. Elle est elle aussi indissociable des métiers que nous faisons. Et quelle est selon vous l'attitude à avoir face à la critique ? Pierre-François. Je trouve ça super difficile. Là aussi, l'âge, la maturité, les années font leur travail, mais quand j'étais jeune, je trouvais ça très très violent. Quand on critiquait mon scénario, je prenais tout au premier degré. J'avais l'impression de brûler intérieurement. C'était affreux. Et maintenant, maintenant c'est vrai que je suis un petit peu de l'autre côté, mais je pense que je le gère beaucoup mieux. Et c'est super important de prendre un maximum de recul. Et attention, évidemment, on en a déjà parlé dans différents podcasts que je vous invite à écouter, à réécouter. Évidemment, choisir les gens à qui on fait lien. Ça, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est essentiel. Isabelle, un petit mot. Moi, la critique, en fait, je suis tellement dure avec moi-même. Tu es douce avec les autres. Non, c'est pas ça. C'est juste que les autres sont doux avec moi, je trouve, souvent. C'est-à-dire que... chevelure blonde. Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Je m'attends tellement toujours au pire que je suis toujours soulagée par les critiques. C'est-à-dire que... C'est une bonne technique, ça. Oui, peut-être. C'est peut-être une bonne technique. Je m'attends vraiment au pire. Donc, c'est jamais aussi grave que ce que j'ai imaginé. Donc, ça va. Bon, alors, j'apprécie énormément... les critiques encourageantes et positives, mais si elles sont négatives, elles sont rarement aussi violentes que ce que j'avais anticipé. Donc du coup, elles sont recevables. Ouais. Plutôt chouette ça. Liam ? Moi, je vais porter le débat plutôt sur le terrain des motifs de refus, plus que des critiques constructives de potes ou autres. Moi, ce qui m'énerve souvent, c'est tout ce qui est... Monsieur recentre le débat. Je vois ça, ils se permettent de... Ouais, c'est hop. D'habitude, c'est nous, puis là... Non, moi, ce qui m'énerve, c'est toutes les grandes leçons que les producteurs ou les lecteurs peuvent te sortir sur telle ou telle raison qui expliquerait que tel ou tel film ne peut pas se faire. Ça sent le vécu, ça. Bien sûr que ça sent le vécu. Et moi, si un prod me dit...
c'est bien mais j'ai pas le coup de cœur, ou juste j'ai pas le coup de cœur, aucun problème, respect, je respecte. Mais dès qu'on commence à me sortir des espèces de leçons gravées dans un soi-disant marbre, comme quoi tel les gens ne sont pas financés, ou les gens ne sont pas prêts, ou Et c'est là que ma maigre liste de projets qui se sont faits après des difficultés m'est utile. C'est que tu vois que des projets qui ont eu du succès, qui sont devenus cultes, ont essuyé les mêmes refus et les mêmes motifs fallacieux de refus. Bon, ça, c'est quelque chose à toujours garder en tête. Mais ceci dit, pour revenir au débat télé versus ciné, c'est vrai qu'en télé, au moins, il y a les refus des producteurs, souvent sont juste motivés par « Ah non, il n'y a aucune chaîne qui cherche ça ». Et au moins c'est réglé et ton ego reste intact et ça va plus vite. Alors que des fois en ciné, tu sens que les gens tournent un peu autour du pot et trouvent des espèces de fausses raisons artistiques ou osent pas trop dire la vérité ou se cachent derrière des soi-disant leçons du marché. Ça c'est insupportable. Et en tant que lecteur, je plaide coupable parce que des fois je sens que dans ma critique, dans ma fiche, tu t'orientes là-dessus. Des fois j'essaie de me réfréner, mais il m'arrive sans doute d'écrire des choses un peu bêtes par moment, quoi. C'est sans m'en rendre compte. Moi récemment j'ai eu un retour comme ça d'une productrice sur un projet de série. Elle m'a dit c'est un super projet, mais pour la télé française aujourd'hui, je vois pas. Bah oui, au moins c'est clair. C'est clair. Ouais. Alors du coup, comment vous êtes-vous critique avec les autres ? Moi, j'ai une réputation parmi mes potes d'être sans pitié. Le mercenaire, on t'appelle. Le mercenaire, ouais. ou l'enculé. Mais globalement, non, mais globalement, tiens, ouais. J'ai pas ça dans mes synonymes de mercenaire, moi. Non, globalement, je suis pas cruel du tout, hein, mais en fait, mes potes sont tous talentueux. Donc, ils me font jamais lire des trucs nuls. Est-ce qu'on est tes potes, nous ? Mais j'ai jamais rien lu de vous, justement. On n'est pas encore potes, alors. On n'est pas encore pote quoi, pote de critique, quoi. Donc, autrement dit, je me suis rarement retrouvé à devoir lire quelque chose pour un ami qui était vraiment horrible. Donc je peux toujours me permettre d'être dur sur les points négatifs, en sachant toujours qu'il y aura des points positifs. Et je prends pas trop de pincettes. Enfin, j'essaie de commencer par un truc positif et finir par un truc positif et mettre les critiques au milieu. Juste de classique. Ouais, diplomate. Mais ouais, j'y vais, ouais. Avec les projets dont tu ne connais pas les auteurs alors ça c'est différent parce que ça c'est souvent souvent ma fiche ne remonte pas jusqu'aux oreilles des auteurs, elle reste juste en interne au sein des sociétés et puis elles servent un peu de prétexte téléphonique pour un refus. Donc tu te lâches. Donc là je peux me lâcher si c'est vraiment nul, et souvent c'est parfois vraiment nul, là tu peux y aller. En restant juste, tu balances pas tes propres frustrations dans le projet d'un autre. Non, mais des fois tu lis des trucs vraiment nuls presque de bout en bout. Et là tu peux te lâcher et faire une fiche un peu rigolote, où tu te fais plaisir en tournant en dérision le film. Voilà, vu que tu sais que l'auteur ne le lira pas. Peut-être un autre livre en préparation sur mais ça, pour le coup, ça pourrait être intéressant, ouais. Et je fais une petite parenthèse sur tes fameux tweets cyniques. Je sens que des fois tu exprimes sur Twitter ta frustration face à un scénario nul. Est-ce que c'est un moyen aussi de faire sortir tout ça Oui, je trouve ça drôle. Ouais, j'aime bien faire des petites captures d'écran et poster des petites aberrations que je vois dans des scénarios, aussi bien de forme que de fond, que de contenu. Enfin bref, ouais, j'aime bien rigoler avec ça sous le hashtag lecteur. PF, toi qui lis aussi beaucoup d'autres, des projets des autres en tout cas, beaucoup de projets des autres, est-ce que tu... Donc en règle générale, ce que je fais, c'est points forts. Je commence par les points forts. Alors par contre, être cash, oui, ça, il faut être cash. Il faut dire les choses, parce qu'autrement ça sert à rien. Il faut être très, je pense, faut faire très attention à la forme. Voilà, cash. Dans le fond, très très respectueux de tout ce qu'on veut là, dans la forme. Et moi, je fais donc si je dois en parler à un ami ou à quelqu'un, on va dire rapidement en dehors de mon travail, je vais faire point fort, ce que j'appelle point à revoir. Et piste. C'est jamais tout négatif chez dans les points à revoir, j'essaie de donner 2-3 pistes, entre guillemets, à manger. Donc j'essaie, la plupart du temps c'est possible, je me contente pas de dire oui ça va pas, je donne 2-3 pistes en disant et ouais, c'est un truc qui fonctionne assez bien. Ouais. C'est vrai qu'il y a tout un art du choix des mots et des petits adverbes et autres petits mots qui servent à atténuer ton propos et à le contextualiser en mode il est possible que ce défaut soit un peu trop prononcé. Comme ça, tu n'es pas trop péremptoire et tu blesses pas les gens et tu... Alors, dans ce genre de cas, est-ce que toi, par exemple, Liam, tu te dis je suis la cause
d'un échec potentiel, en tout cas de l'interprétation que va avoir l'auteur de son échec? Alors, ce qui est bien dans ma position, c'est que je suis lecteur pour des sociétés. Donc, du coup, je suis pas, j'ai pas un pouvoir de vie ou de mort sur des scénarios comme peuvent l'être, par exemple, des lecteurs d'une commission style CNC, où vraiment l'avis des lecteurs est indispensable pour passer en plénière, par exemple. Moi, en général, j'ai des projets qui, de toute façon, ne seront pas financés par ces sociétés. Donc, je suis à l'abri de, je peux faire que du bien quelque part, en fait. Si c'est pas dans la ligne et que c'est bien, peut-être que l'auteur aura droit à un rendez-vous ou autre. Donc j'ai aucune culpabilité et c'est assez reposant, quoi. Oui, parce qu'en plus les auteurs ont aucun moyen de te contacter toi personnellement, en sachant ils savent pas que tu as lu leur scénario. Je suis lecteur anonyme. C'est ça, mais du coup ils ont jamais potentiellement le retour que tu as fait toi. Je pense qu'il arrive que les fiches parviennent aux auteurs dans certains contextes, anonymisés, j'espère, soi-disant. Voilà, mais ça dépend. Ça donne envie d'écrire un film. sur les un scénariste qui se venge du lecteur anonyme. C'est vrai. Est-ce que toi, tu as été tenté de contacter des auteurs? Parce que est-ce que les scénarios sont anonymes aussi ou pas? Non, les scénarios sont pas anonymes. Donc toi, tu sais qui les a écrits? Oui, bien sûr. Tu as déjà été tenté de J'ai contacter été tenté. les scénaristes? Je l'ai jamais fait, mais il m'est arrivé par moment de croiser des gens a posteriori et leur dire j'avais lu tel projet à toi il y a quelques voilà. Juste avant ta dépression. C'est ça. Chers amis, parlons maintenant de motivation. Ouais. Voilà. Alors, c'est pas toujours évident de rester motivé. On a tous des enfants, des distractions extérieures. On n'a pas tous des enfants. Pardon. Ils s'en On battent. apprend des choses. Vous avez tous des enfants? Oui. On peut avoir la flemme, par contre, ça, on peut tous Plusieurs, avoir la même. flemme pour le coup. La peur d'échouer, bien sûr, tout le monde l'a. Les distractions, elles sont nombreuses. Hein. Elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de raisons de ne pas être motivé. Voilà. Et donc, c'est pas simple d'être motivé. C'est pas simple. Du coup, chers amis, Question comment faites-vous, Ouais. question à 10 000 $, C'est ce que je veux dire. comment faites-vous pour rester motivé? Est-ce que vous avez des techniques? Est-ce que vous avez des ressources? Écouter des podcasts, faire des balades, se droguer. Alors, pour lancer le sujet, pendant que vous réfléchissez, Mathieu, si nous, on avait des techniques, on se dirait venir tous les matins travailler ensemble, c'est ça la motivation. Enfin, il y a ce côté, déjà se retrouver, c'est cool. Et avoir cet horaire fixe, moi je trouve que c'est ça très cool. motivant. Moi, je trouve ça pas cool de voir C'est voir ton ta tête tous les matins. Mais ça vient du fait aussi d'avoir beaucoup de projets en même temps. Ça aide aussi à rester motivé. Ouais. Tu dis, il y a un truc qui se fait pas, et ben on va faire l'autre, hein, tant pis. Hein. Ouais, c'est cool. C'est plutôt Et ça la motivation vient aussi des perspectives qui arrivent. Tu dis, ah tiens, tel truc va démarrer, c'est motivant. Et vu qu'il y en a pas mal, du coup, ça permet de garder. Ça rejoint un peu ce que tu dis au final. Peut-être la notion d'échec, elle vient, on l'a peut-être pas assez évoqué, mais du fait de tout miser aussi, des fois, sur un projet. Ouais. Il suffit que ça marche pas, ça se casse la gueule, ça peut arriver, hein, comme beaucoup de projets. Merde, on n'a plus rien en fait. Et dur d'être motivé quand t'as rien à côté, qu'il faut repartir de zéro, et que, c'est pas facile. Plus facile de surmonter l'échec quand t'as plein d'autres choses, tu peux te rattraper, pardon. On connaît des cas où justement il n'y a pas eu, il y a eu qu'un seul projet, et tout est misé dessus et ça foire et mince. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ça. Alors est-ce que vous avez des techniques, des choses pour rester motivé? Ce dont vous parliez, le fait d'avoir plusieurs projets en même temps, ça, je crois que c'est très important, même si par moment, je pense qu'on est obligé de se concentrer sur une chose qu'on est en train de faire. Oui, bien sûr. Voilà. Et quand cette chose finalement n'aboutit pas, il y a forcément le moment, il y a un deuil à faire, quoi. En vrai. Enfin, moi, je me souviens, la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai été tellement désemparée et déçue que le lendemain, j'étais incapable de me mettre devant mon ordinateur, quoi. Je voulais pas. J'étais vraiment non. Voilà, mais j'y vais plus. Voilà. Okay, J'en ferai plus. Il y a une période ça a duré flottante. un jour. Hein, je veux dire, ça a duré vraiment. Il y a une journée où je n'ai pas voulu l'ouvrir. J'ai fait mon petit. T'as boudé. Ouais, j'ai boudé. Et du coup, est-ce que tu as des techniques, des petits trucs à toi que Alors, tu utilises pour rester avoir la j'écoute niaque pas des qui te caractérise? mais j'aime beaucoup regarder des bons films, des bonnes séries, lire des bons bouquins. Vraiment, j'insiste sur la qualité. Je trouve que c'est très très motivant. Moi, ça me relance toujours de regarder des Ça te trucs pousse réussis. à faire aussi bien, c'est ça? Oui, exactement. Ça me donne envie je me dis, en fait, on est nombreux peut-être, mais ça vaut la peine et il faut s'accrocher, il faut. Oui, parce que même des créatifs ou des scénaristes reconnus sont passés par des échecs et tu peux le constater en voyant leur réussite. Tu te
te dis, bah ouais, avant de faire Star Wars, George Lucas, il l'a proposé à d'autres studios qui ont dit non, c'est naze, on veut pas de ton truc. Il me semble que le créateur de Breaking Bad aussi, là, Oui. c'était le même cas. Hein. Oui. Les scénaristes de séries, ils sont tous passés par des moments comme ça. Où, les exemples sont nombreux et c'est bien de garder ça en tête en se disant je suis pas tout seul. Enfin, même ceux que j'admire et qui réussissent, ils sont passés par là. Ça veut pas dire que je vais réussir et qu'on va m'admirer, mais en tout cas, ça aide à pas perdre espoir, à rester motivé. Donc regardez des bonnes séries. Autre chose, Isabelle? Des bonnes séries, des bons films, lire des livres, parce que dans s'alimenter en fait. Les romans, oui, c'est ça, s'alimenter en histoire, en créativité. La créativité des autres, moi, me porte beaucoup. Pierre-François, toi, est-ce que tu as t'as plein de trucs et astuces en général. T'as toujours des petits déjà trucs. Je regarde ton cahier. Dans le genre justement démarrage difficile, je crois me rappeler que Brian De Palma, ses 2 premiers longs métrages ne sont jamais sortis. Donc il faut quand même avoir une sacrée persévérance. Et quand tu vois la carrière qu'il a fait derrière. Finalement, Terry Gilliam essaye toujours de faire Don Quichotte. Terry Gilliam, j'adore Terry Gilliam. Et donc, écoute, moi, mes petits trucs, ça serait d'avoir des objectifs. Alors, objectif d'écriture à la journée, objectif de fin d'écriture du projet. Donc ça, je pense que c'est avoir ces 2 objectifs en permanence, par exemple, affichés sur son ordi. Tu veux dire la célébration? Viser, effectivement. Oui, tu peux célébrer la fin d'une écriture. Alors Viser ça, je te le recommande, sans même attendre un contrat ou un chèque. Je pense que comme vous, les horaires fixes, ça me paraît très important. Ça a l'air complètement idiot, mais j'y crois complètement. Et autrement, mon petit truc favori, c'est pas de médias le matin, pas de médias avant la période d'écriture. Qu'est-ce que le média? Tout, ni ordi, ni radio, ni télé, rien du tout, parce que je pense que t'attaques une écriture la tête vide, en gros, et du coup, je pense que ça te met, il y a des bonnes ondes, en fait, t'es bien, donc du coup, tu commences bien ta journée. Oui, il y a les pages du matin dont on a déjà parlé. Évidemment. Aussi, enfin bref, il y a plein de choses. Mais je pense aider à rester motivé au passage. Hein. Ah, oui. Tout à fait. Je sais pas, vous le faites, vous, les pages du matin? Un peu moins en ce moment, tu en as parlé. J'en refais de temps en temps. Ouais. T'en fais? Du coup, ta façon de rester motivé, c'est finalement avoir une certaine organisation au quotidien. C'est ça qui t'aide à pas te dire tiens, aujourd'hui je fais rien, mais j'avais prévu de faire quelque chose, je le fais. Si on le sent, je pense qu'avoir une petite routine, un petit échauffement, c'est idéal, quoi. Mais c'est à chacun de se la créer. Moi, j'aurais pas vraiment de tuyau, hormis le bon vieux, les deadlines et la coécriture. C'est-à-dire la coécriture, bosser avec quelqu'un. Donc, du coup, forcément, ça, vous connaissez bien. Et c'est vrai que le jour où j'ai commencé à m'y mettre, ça m'a quand même pas mal aidé. Et puis, les deadlines, il faut les trouver ou il faut en avoir, quoi. Mais c'est toujours utile. Faut se les faire, sinon. Si on en a pas, il faut se trouver un moyen de se les faire, comme disait Pierre-François tout à l'heure. Voilà. Après, le plus dur, c'est de les respecter et de s'y tenir. Je sais pas si ça marche pour vous. Si c'est une deadline que tu n'as pas créée toi-même, tel que un producteur qui attend un texte, ou bien soit un contrat, soit une éventuelle aide ou autre que tu voudrais tenter, là t'as pas le choix, t'es obligé de rendre à temps. Et si t'as le choix, t'y arrives pas? Si t'as le choix, tu peux toujours négocier avec toi-même, et ça c'est dangereux. Et pour ça, la coécriture, c'est aussi un bon... parce que le fait d'être engagé auprès de quelqu'un d'autre... moi, je sais que les projets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est que de la coécriture. Moi, le fait d'être engagé avec quelqu'un, ça m'aide beaucoup à me discipliner. Et, je considère que je dois rendre à l'autre ce qu'il attend. Ouais, 100% d'accord sur la coécriture. Effectivement, ça paraît complètement simple, mais pour toutes les raisons que vous avez évoquées, j'y crois complètement. Et puis, on a 2 rois de la coécriture Prince qui sont là. Valet. Valet, carrément. Je suis le roi, t'es le valet. C'est ça. On va faire comme ça. Oui, c'est vrai que si on n'avait pas de rendez-vous chaque jour le lendemain avec l'autre, peut-être qu'on resterait, on se dirait plus facilement, tiens, aujourd'hui je reste chez moi. Oui, c'est clair. Je fais rien. Non, faut y aller, faut se retrouver. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, c'est vrai que c'est Et la route. Par rapport aux échecs, je me dis qu'être à 2, c'est bien parce que quand tu vis un échec, tu le prends tout seul, t'as pas de recul, c'est perso, et à 2, tu divises l'échec par 2 en fait. Combien de fois on s'est dit ça va passer, oui, ça passe en fait. Enfin, c'est chiant sur le coup et ça passe, et après on se dit oui, puis après puis après, on dit des conneries, on rigole et on passe à autre chose. Ouais, et puis même, tu peux te rendre compte aussi que tu es constitué autant de tes échecs que de tes réussites. Et souvent, tu peux retracer un peu le fil de ta vie et te dire que les bonnes choses qui te sont arrivées de manière par ricochet par rapport à en conséquence d'échecs. Alors ça, c'est classe. Mais c'est la vérité, hein. Vraiment. Je pense que si on rebobine le fil de nos vies, on verra tous des schémas comme ça. Alors, deux scénaristes qu'on aime beaucoup parce qu'ils font un super podcast qui s'appelle Script Notes, qui sont John August et Craig Mazin, disent régulièrement que on n'a pas d'emprise sur notre réussite, en fait. On a juste la maîtrise de ce qu'on fait. Et il faut se focaliser sur une chose, c'est travailler le mieux possible. Et pour le reste, ça dépend pas forcément de nous, en fait.
C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Exactement. François. Quoi. Voilà, il y a 1000 raisons pour qu'un projet n'aboutisse pas, mais il y a une seule raison chose qui dépend de toi. Voilà, il n'y a qu'une seule chose qui fait que ton projet est peut-être pas bon, c'est toi. Donc c'est la seule chose que tu maîtrises au final. Ça peut aider à rester motivé aussi de se dire ce genre de choses. Après, il y a des poncifs de cette thématique-là qui sont que effectivement, tu sais pas écrire du jour au lendemain. Une carrière, ça se fait pas comme ça prend des années. Comme on l'a dit, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus aussi, et ça prend des années avant de savoir écrire décemment. Et savoir écrire, ça veut pas dire savoir vendre un projet, qu'on est quand même dans un business de vente des projets. Qui doivent se faire après sans nous. Tout autant de choses qui peuvent nous aider à rester motivés, peut-être. Et à vivre mieux l'échec, au final. Et oui, moi je pense. Mieux l'échec. Tu vis mieux l'échec quand tu sais que finalement, il y a tellement d'autres circonstances qui font que tu peux échouer que ok, finalement c'était juste ça. Il faut vraiment se dire que l'échec c'est la norme en fait. C'est la norme. C'est bien ça. On va finir sur ça. L'échec c'est la norme. Ça devrait être la nouvelle norme. C'est ce que disent les producteurs de films, que l'échec c'est la norme pour les sorties en salle. Eux aussi échouent finalement, dans d'autres circonstances et pour d'autres raisons, mais finalement on pourrait faire un podcast avec que des producteurs qui nous parleraient d'échecs et de motivation. Eh ben super, on fera ça. On va noter ça. On vous laisse peut-être chacun un petit mot, mot de la fin, mot de la fin sur cette thématique, une petite. On arrive à une conclusion qui est quand même assez étrange. C'est-à-dire, là, on est tous d'accord, on l'a dit plusieurs fois. L'échec, c'est la norme. Maintenant, je me demande, en fait, c'est complètement dingue. On vit un truc complètement fou. Et j'aimerais bien qu'on bascule dans autre chose. En fait, moi, ça me satisfait pas. Ça me satisfait pas. Ça dépend comment tu définis l'échec. Moi, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par échec quand on dit ça, parce que c'est pas un échec de l'écriture. Ben non, si ton projet tu l'as fait le mieux que tu pouvais et que t'en es très content, mais qu'il se fait pas, ça dépend pas de toi, mais tu peux considérer ça comme une victoire parce que t'as écrit quelque chose qui tient la route, t'en es content, tu peux passer à autre chose tranquillement. Mais ça se fait pas. Bon, c'est ça l'échec. Mais est-ce que c'est un échec ? Si on a été au bout, d'une écriture, donc en gros on est quand même content et que le projet se fait pas. D'un côté, on peut se dire c'est pas grave, on a donné le maximum, donc on l'a fait, donc ok, donc tout va bien. Et en même temps, on peut pas se satisfaire de ça. C'est-à-dire que il y a quand même à l'arrivée rien de pire qu'un scénario qui reste dans un tiroir, la fameuse image archi-usitée, mais ça reste quand même pas tout à fait satisfaisant, on est d'accord. Donc je trouve quand même que finalement on a un métier qui est très violent. En fait, c'est ça que je voudrais dire. Ok. Un autre mot de la fin, chers amis. Isabelle ? Je suis d'accord sur la frustration du scénariste qui voit pas son projet transformé, donc aboutir à autre chose que juste le fait d'être écrit. Et ça, c'est vrai que c'est violent, c'est le statut qui est comme ça. Mais par ailleurs, je trouve qu'il y a quand même aussi une chose peut-être qui peut évoluer, c'est la manière dont est regardé et estimé le travail du scénariste. En France, parce que je connais comment ça fonctionne en France, je sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, mais je trouve qu'il y a par moment un manque d'estime et un manque peut-être de conscience de l'implication d'un individu dans son travail. Ça, je suis pas sûre que ce soit normal que ça continue comme ça. Peut-être nous, en tant que scénaristes, on pourrait obtenir d'être entendus différemment. Voilà. Eh bien, merci Isabelle. C'est le moment des scénaristes anonymes, peut-être. Liam, tu veux ajouter Non, j'aurais peur de dire une phrase toute faite. Je sais trouver une formule choc pour finir, mais c'est pas grave. Ce sera dans ton livre. Voilà. Sur l'échec, dans l'écriture. Eh bien, merci à tous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et cette fois, on vous dit pas de quoi il s'agit. Et merci à tous. Salut. Merci à tous. Salut. Salut. Merci. Salut. Si vous aimez ce podcast, il y a plusieurs moyens de nous soutenir. Nous laisser un tip sur le site tipeee.com, l'adresse est dans la description de ce podcast. Vous êtes libre de choisir le montant et sachez qu'avec un tip régulier de seulement 1 €, vous nous aidez déjà énormément. Vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, ça nous aide beaucoup à être visible. Et bien sûr, partagez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes.